Amis du foot, bonjour et bienvenue dans Street Foot. Street Foot, c'est le football africain, maghrébin et international. Je vous rappelle qu'il est possible de nous suivre sur Facebook, Instagram ou encore Twitter. N'hésitez pas à vous abonner. On va passer tout de suite au sommaire de cette émission. Donc dans un premier temps, la Coupe arabe des nations qui se déroule actuellement au Qatar. Nous parlerons ensuite des barrages de la qualification Coupe du Monde 2022, zone Afrique. Ensuite, la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et pour terminer, les actualités des footballeurs maghrébins à l'étranger. Pour m'accompagner aujourd'hui, je serai avec 4 chroniqueurs. On va faire un petit tour de table très rapidement, en commençant par l'initiateur de cette émission, Raïd. Bonsoir. Bonsoir Anis, bonsoir à tous. Kader, spécialiste du football algérien. Bonsoir Kader. Bonsoir, salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien et très heureux de faire mon retour dans cette émission. Bienvenue à toi. On a Fetah, le spécialiste du football marocain. Bonsoir Anis, bonsoir à tous. Bonsoir. Et pour terminer, l'agent de joueur, Tarek. Salut Anis, bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très bien. Donc, la Coupe arabe des nations. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, un match, le premier match de ces quarts de finale. La Tunisie qui s'est imposée 2-1 face à l'Oman. Donc, une équipe tunisienne qui, pour l'instant, remplit ses objectifs, Raïd. Remplit ses objectifs, oui et non. Après, bon, on a rencontré des équipes qui étaient à notre portée. Je pense que le prochain test sera sérieux, sûrement face à l'Égypte. Donc, je pense qu'on verra le vrai visage de l'équipe nationale lors des demi-finales qui se dérouleront, je crois, mardi. Mardi, on connaît un des deux pays que la Tunisie va sûrement rencontrer, qui est peut-être l'Égypte. Ou la Jordanie, mais bon, je donne pas beaucoup d'espoir à nos amis jordaniens. L'Égypte est favori. Surtout avec la prestation qu'ils ont fait quand même face à l'Algérie, notamment une deuxième mi-temps qui était quand même très intéressante. Très bien. La Tunisie qui, lors de cette poule, avait, on va dire, très bien débuté avec un match contre la Mauritanie, une victoire 5-1. Et puis derrière, une petite surprise défaite face à la Syrie. On s'est vite remis d'aplomb, on va dire, c'était face à les Émirats Arabes Unis, score 1-0. Score 1-0. Aujourd'hui, on avait quand même face à nous une belle équipe d'Oman qui, à mon avis, a dû pêcher physiquement, qui n'est pas habitué à aller jouer tous les 3 jours. Il faut rappeler que Oman a battu le Japon lors des éliminatoires de Coupe du Monde, c'était en septembre, au Japon. Et puis l'Oman qui a tenu en échec très longtemps l'équipe du Qatar. C'est ça, jusqu'à la 98e minute. Jusqu'à la 98e, ils étaient dans le même groupe. Avec, quand même c'est une belle petite équipe, cette équipe d'Oman. Elle a quand même pas mal progressé. Depuis ces dernières années, et puis même sur la rencontre d'aujourd'hui, on voit qu'ils égalisent. Donc voilà, ils tiennent la dragée haute aux Tunisiens. Mais bon, logiquement, c'est la Tunisie qui s'est imposée. Tout à fait. Donc la Tunisie qui rejoint ces demi-finales. Tactiquement, la Tunisie a-t-elle changé des choses entre le premier et le deuxième match? Bien sûr, je pense que l'arrivée déjà de Mohamed Draguer lors du dernier match face aux Émirats a donné a donné un plus à l'équipe nationale sur le flanc droit. On voit que ça a bien bougé depuis son arrivée. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu contre les Émirats. Je pense que le replacement de Mejri qui a joué sur le flanc gauche au premier match contre la Mauritanie et là maintenant qui joue dans l'axe au milieu de terrain, je pense que c'est beaucoup plus il y a une plus-value en fait, on va dire sur ce poste-là. D'accord. Pourquoi pas laisser cette équipe face à sûrement l'Égypte en demi-finale. On a l'impression que la Tunisie a trouvé son équipe type à partir du troisième match. C'est-à-dire que oui, c'est parce que le deuxième match, ils avaient perdu 2-0, la Tunisie. Et puis au troisième match, il y a eu beaucoup de remaniements, ce qui font qu'aujourd'hui, l'équipe qu'on a retrouvée aujourd'hui était la même que l'équipe qui avait joué le troisième match contre les Émirats. Après, le problème de la Tunisie, c'est comme d'habitude. Le pire ennemi de la Tunisie, c'est elle-même. C'est que parfois, elle a des trous d'air où elle manque des matchs comme ça a été le cas contre la Syrie. Avec cette confiance peut-être. Voilà, il faut rappeler aussi que la Syrie, au niveau de la fédération, c'est un peu le bordel aussi également, donc on va dire qu'il n'y a pas de stabilité, et malgré ça, ils ont quand même battu un des tenors africains qui est la Tunisie, en tout cas dans le top 5. La Tunisie, c'est vrai que comme tu dis, elle a rehaussé son niveau, troisième match, elle a trouvé son équipe type, mais je pense qu'il faudra qu'elle rehausse encore son niveau, parce que comme disait Raïd précédemment, pour l'instant, on n'a pas trouvé
des adversaires à notre taille, même s'il y a eu des matchs difficiles, tout en respectant la Syrie, Oman et les Émirats Arabes Unis. Maintenant, l'Égypte, ça va être un autre morceau. On l'a vu lors d'Algérie-Égypte, d'ailleurs. On pensait que justement l'Algérie allait se balader contre l'Égypte, mais en fait pas du tout. Une équipe très physique, mais attention parce que la Tunisie reste quand même la bête noire de l'Égypte. De manière générale, même si dernièrement ils ont gagné, je crois, leurs 2 dernières confrontations contre la Tunisie, à la 90e minute, je crois, si je ne me trompe pas, but de Salah. Mais il faudra rehausser le niveau, parce que ça reste quand même assez brouillon, et aujourd'hui, même malgré le bon match de Oman, il fallait tuer le match. Le problème de la Tunisie, c'est qu'elle ne tue pas ses matchs. On l'a vu contre la Mauritanie. La Mauritanie n'a pas bougé. Un problème de numéro 9 peut-être en Tunisie, parce que là aujourd'hui la Tunisie joue avec Jaziri, mais qui est un joueur qui ne joue même pas en club. Mais je trouve qu'il est très bon, Jaziri. D'ailleurs, c'est une petite découverte. J'espère que Carteron voit ses matchs, parce que du coup, il ne le fait pas jouer depuis son retour en janvier dernier. Exact. Jaziri aujourd'hui qui je pense, l'attaquant le plus en forme durant cette Coupe d'Arabe. Et d'ailleurs, il est le meilleur buteur. Il est le meilleur buteur. Donc, il était le meilleur buteur de la première phase. Et puis à noter aussi le retour pour les demi-finales de Ben Romzan qui va revenir, qui était suspendu et qui lui était titulaire face aux Émirats. Donc pourquoi pas, alors vraiment pourquoi pas prendre avec des pincettes, mais pourquoi pas le faire jouer à la place de Sassi qui fait une Coupe arabe très décevante. Et on le sent sur le terrain, il n'est pas content. Aujourd'hui, on l'a vu quand. Est-ce que c'est dû à son départ au Qatar? Parce que Zamalek, c'était pas le même raisons. Je pense qu'il y a déjà il y a son départ au Qatar qui forcément une perte de rythme. Quand tu joues au Zamalek où c'est très connu pour que ça soit un jeu très physique. Bon, le championnat égyptien est très physique. Tu pars dans un championnat où voilà, c'est comme il a dit Kader, c'est pas le Qatar, c'est pas un championnat qui est connu pour sa discipline. Hein, c'est plutôt un peu les vacances. Hein, pour disent un peu les joueurs. Je pense qu'il vaudra mieux que Ben Romzan récupère sa place pour les demi-finales. Alors, très difficile de mettre Sassi sur le banc, qui est quand même un joueur primordial pour l'équipe nationale. C'est un taulier, Sassi. Ça fait depuis des années qu'il est là. Pour rappeler à nos téléspectateurs, on va donner quand même les 4 groupes, parce qu'il y a eu, bien évidemment, plusieurs matchs avant d'en arriver là, à ce quart de finale d'aujourd'hui. Le premier groupe, il y avait le Qatar, l'Oman, l'Irak et le Bahreïn. Donc, Qatar, premier, 9 points. Oman, deuxième. On a quelque chose à dire sur ce groupe, hormis peut-être que le Qatar gagne ses matchs vraiment à la fin, ses 2 premiers matchs. Ils arrivent à marquer à la 80e et à la 97e, le deuxième match. Ça veut peut-être dire que... Moi, je pense que de base, le niveau était assez... on va dire... il y avait un écart de niveau entre le Qatar et les autres pays. D'accord. Sauf que le début de... Avec je pense qu'il y a un semblant de pression. Tu joues la compétition à domicile. C'est la première fois que tu fais une compétition à domicile, une compétition comme ça, sous l'égide de la FIFA, cette envergure, sous l'égide de la FIFA. C'est un peu la compétition qui prépare la Coupe du Monde de l'année prochaine. Donc moi, je pense que c'est un peu pour ça. Puis après, dès que la machine s'est lancée, maintenant, on l'a bien vu. Là, aujourd'hui, c'est en train de gagner 4-0. Là, si le score n'a pas encore évolué. Exactement. Là, c'est le deuxième quart de finale. Après, si je peux me permettre, par rapport à l'équipe du Qatar, 5-0. 5-0, voilà. À la sélection du Qatar, c'est qu'ils ont été invités en Copa América pour jouer les matchs. Et même pour les éliminatoires de Coupe du Monde zone euro, ils étaient dans le groupe avec le Portugal. Ils ont joué également contre la Serbie. Mais si je peux me permettre, ça leur a permis, je pense, de jauger leur niveau. Maintenant, c'est vrai qu'on sent la patte du sélectionneur espagnol. Parce que quand on voit le Qatar jouer, on a l'impression de voir une équipe classique de Liga qui tient le ballon. Qui est là depuis longtemps. Qui était coach à la Masia. Quand vous voyez jouer le Qatar, on voit tout de suite que c'est une équipe de la Masia. Et qu'avait les jeunes du Qatar avant. C'est ça, mais véritablement, la compétition elle va commencer à partir des demi-finales. On a les 4 meilleures équipes. Et là, ça commence vraiment à partir de la semaine prochaine. Les 4 meilleures équipes, on a quand même une équipe qui va jouer demain. Une des 2 nations qui était peut-être favori, qui va pas passer en demi. Elle a déjà eu un avant-goût avec l'Égypte dans son groupe. Voilà, on va dire qu'elle a commencé d'un match avec très haute intensité contre l'Égypte. Donc ça a commencé pour l'Algérie, je pense déjà à partir de l'Égypte, et demain ça va être un sacré morceau. Après, pour terminer avec ce groupe, je pense que la pression aussi, le fait qu'Infantino soit sur place, la FIFA a les yeux braqués sur cette compétition, en termes d'infrastructure, en termes d'organisation et sur le terrain, et surtout d'arbitrage. Il faut souligner que les arbitres auxquels on a fait appel pour cette coupe-là, c'est des Sud-Américains.
Bizarrement, il n'y a aucun souci. Voilà, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'arbitre arabe en Coupe arabe. Et surtout voilà, la présence de la VAR qui, en Afrique, n'est pas présente dans tous les championnats. Il me semble qu'à part l'Égypte ou le Maroc, dans les championnats sur le continent, personne n'utilise la VAR. Ouais. Exactement. Pour le groupe B, messieurs, pour le groupe B, donc c'est le groupe de la Tunisie. On en parlait, on va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans les détails pour la Tunisie. La Tunisie, les Émirats Arabes Unis, la Syrie, la Mauritanie. Donc Tunisie premier, c'était prévisible, mais attention, premier à égalité de points avec les Émirats, parce que la Tunisie a perdu son deuxième match. Donc aujourd'hui, la Tunisie, est-ce que c'est... Est-ce que c'est bien d'être arrivé en demi-finale ou on vise plus haut pour les Tunisiens ? Je pense quand même qu'il faut viser plus haut, forcément. On a quand même un certain statut dans cette coupe en Afrique. Je pense quand même que pour moi, si on se fait éliminer en demi-finale, c'est un échec. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, on n'a pas joué une seule équipe qui était au-dessus de nous ou à notre niveau. Aujourd'hui, la première équipe... Si tu te fais éliminer contre l'Égypte, c'est un échec pour toi ? En tant que Tunisien, oui, c'est un échec. Oui. Un échec parce que c'est un classique football africain, parce que la Tunisie a un certain standing, un certain statut sur le continent. C'est un avant-goût de la CAN en fait. De par nos confrontations, de par l'historique qu'on a avec l'Égypte, oui, ça sera un échec pour les Tunisiens. Moi je pense qu'avec la sélection que la Tunisie, avec les joueurs, l'effectif, avec laquelle la Tunisie est venue, il faut aussi comparer ce qui est comparable. L'Égypte n'a pas ramené. Il y a certains joueurs, pas tous. L'Égypte, ils sont à 70% de l'équipe A là. C'est similaire à la Tunisie. C'est similaire à la Tunisie. Il ne faut pas oublier que l'Égypte joue avec Trezeguet, joue avec Salah, joue avec El Nini. On y reviendra dans l'Égypte. Il ne faut pas oublier également que le défenseur Hegazi s'est blessé. Qui joue en Arabie Saoudite. Contrairement à la Tunisie où tu as des tauliers qui sont clairement également présents sur cette compète. D'ailleurs, je pense que la défaite face à la Syrie, le gardien en a fait les frais, je pense, parce qu'il y a eu un changement de gardien. Moez Hassan a remplacé Ben Mustafa qui est un titulaire. Exactement, c'est le titulaire de l'équipe nationale mais qui ne joue pas en club. Maria Hela qui est titulaire avec. Bien sûr, non, mais Sakni est là. Jaziri avait joué le dernier match. Après, Sakni n'est plus forcément titulaire avec l'équipe nationale. Mais un petit mot sur Msakni, justement. On a vu un peu les manquements de la Tunisie sur ses dernières compétitions, notamment à la CAN 2019. Il ne faut pas oublier que la CAN 2019, la Tunisie a concédé 5 buts par elle-même. Il y a eu 3 buts, des fautes défensives contre son camp et les deux gardiens, ils ont fait tourner les 3 gardiens. Les 3 gardiens ont fait des bavures. Et malgré ça, excuse-moi de te couper, malgré ça, la Tunisie jouait la 3e place. Malgré ça, il jouait la 3e place. Donc, et il a manqué ce brin de génie. Parce que comme par hasard, et toujours, Msakni, pendant les grands rendez-vous, il n'est pas là. Coupe du Monde 2018, il n'était pas là. En 2019, il n'était pas là. Là, il est là. Et franchement, j'ai vu un Msakni, même s'il est un peu en dessous de ce qu'il était auparavant, vraiment qui tire cette équipe vers le haut. Pour rappeler à nos téléspectateurs, la Coupe arabe des nations, donc c'est les joueurs locaux ou peut-être les joueurs étrangers, de championnat arabe ou étrangers qui peuvent venir et qui sont laissés par leur sélection, leur équipe plutôt. Aujourd'hui en Égypte, c'est El Ali, c'est Pyramide, c'est Zamalek, c'est 15 Ligues des Champions. Donc aujourd'hui, si l'Égypte, on perd contre eux, si la Tunisie perd contre l'Égypte, est-ce que c'est réellement aujourd'hui... Je vois pas que c'est un scandale. Moi, je suis pas tunisien, mais en tout cas, d'une vue extérieure, quand je vois la Tunisie et l'effectif égyptien, alors oui, comme l'a dit Fatah, il manque Trezeguet, il manque Mustafa Mohamed, il manque Salah et il manque El Neni. Il manque ces 4 joueurs. Mais après ça, on voit que c'est 70-80% de l'effectif qui sont là. Donc j'ai envie de dire... le niveau n'est pas non plus très bas, ou même au contraire. Comme tu l'as dit, c'est un niveau très élevé. C'est clairement à peu près au niveau de la Tunisie. Donc pour moi, je dirais pas. En fait, c'est surtout en Tunisie, à part Kazri, en fait. Il manque Skiri, il manque Kishrida. Mais bon, Sliti, il est là. Vous avez ramené. Vous avez également donné beaucoup de temps de jeu à Hannibal Mejri. Qui m'a impressionné. Qui est une des satisfactions de l'équipe tunisienne. Physiquement, il s'améliore. Et puis il a une maturité, je trouve, pour son jeune âge. Justement, j'aimerais bien rebondir par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, on peut voir clairement qu'aujourd'hui, Mejri est devenu le patron, on va dire, du milieu de terrain.
on a l'impression que Ferjani Sassi s'est sacrifié et reste plus en arrière, ne va plus trop vers l'avant. Et j'ai l'impression que je sens qu'il n'est pas forcément bien sur le terrain. Tout à l'heure, je l'ai vu lorsque Msakni lui a donné le brassard. C'est un problème de poste. Le visage qu'il a tiré, c'est un problème de poste ou un problème, sens d'ego. Ah oui, je pense qu'il y a de l'ego. Parce qu'on en avait parlé lors de la première émission, justement, sur cette nouvelle vague de jeunes joueurs binationaux en Tunisie. Et on avait sous-entendu d'ailleurs avec Kader que potentiellement ou possiblement il pourrait y avoir des conflits avec les joueurs, parce que il faut pas oublier aussi que si Mejri est là, c'est que Manchester l'a libéré, et si Manchester United l'a libéré, c'est qu'il jouait pas même en réserve, ou pas beaucoup avec la réserve. Je pense qu'il jouait peut-être en réserve. Après, s'il est venu, c'est parce que peut-être que la réserve n'a pas besoin de lui pour dominer leur championnat. Peut-être, sans doute. Là, oui, mais si on l'a libéré pour une coupe arabe en dehors des calendriers FIFA, c'est que, à mon avis, il jugeait bon ou pas. Ça reste tout bénéfique pour la Tunisie. Tant mieux pour l'équipe nationale. Maintenant, je pense que oui, pour revenir sur ça, oui, il y a déjà un problème de niveau, mais il y a aussi un petit problème d'ego. Je sens qu'à mon avis, il a peut-être du mal à accepter de voir un petit 18 ans aujourd'hui être leader du secteur. Être leader, avoir numéro 10, être titulaire. Sassi n'a jamais eu le numéro 10. Non, mais avec toute la symbolique qu'a le numéro 10 derrière le dos, je pense que lui, voyant ça, il se dit peut-être que est-ce qu'on lui accorde pas trop d'importance. Pour le moment, il assume. Il assume. Après, je l'ai pas vu aussi décisif que ça. C'est vrai qu'il il est jeune. C'est vrai qu'il est encore jeune, il apprend et il mais au apprend moins sur le vite. terrain, il se cache pas. Moi, par exemple, j'ai vu contre la Syrie, le seul qui est à sortir du lot, c'est lui. Exactement, oui. Il s'est pas caché, et même quand dans un match très difficile pour la Tunisie, qui a pas trouvé ses marques et que tu avais l'impression que il pouvait attaquer pendant je sais pas moi 3 jours, ils allaient pas marquer. Mejbri, il s'est pas caché. Je pense qu'il faut pas oublier qu'il a besoin de prouver aussi, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, et du coup, je pense que lui, il en a conscience, et il est obligé de montrer et de pas se cacher sur le terrain, justement pour mouiller au max le maillot. Et pour revenir à ce que tu disais, justement, il y a quelques supporters qui le réclament en première équipe à Manchester United. Oui, donc c'est bénéfique, je pense, pour lui, ce tournoi au Qatar. Très pas oublier qu'il a été élu meilleur jeune l'année dernière, si je me trompe pas. C'est ça. De première ligue. D'ailleurs, c'était étonnant je fais une petite parenthèse avec la méforme United, ils sont dans le ventre mou dans le premier tableau. Et c'est bizarre qu'ils lui aient pas accordé ne serait-ce qu'un banc. Ils ont pas fait jouer Pogba à l'époque. Ils l'ont fait partir pour le racheter 105 millions. Voilà la politique un peu de Manchester. Ouais, mais justement, il y a du changement avec le changement d'entraîneur. Peut-être que ça c'est compliqué. Si tu t'appelles pas Sheringham ou... Ouais, mais Tarek, à l'époque, Manchester United, c'était pas le Manchester d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire. Donc un entraîneur de l'Europe. Après, honnêtement, quand tu es dans une période difficile et tu es un grand club, tu vas pas faire appel à un joueur qui a 18 ans, qui a aucune expérience en première ligue. Tu fais pas appel à ce genre de joueur pour débloquer une situation qui dure depuis des années. C'est rare. Dans les temps durs, c'est rare en tout cas, pour la Tunisie, messieurs, direction les demi-finales. Une demi-finale qui se jouera soit contre l'Égypte ou la Jordanie. Donc, avantage aux Égyptiens. Un classique qui devrait peut-être se jouer mardi. C'est ça, je crois que c'est mardi. Je pense que ça sera à guichet fermé comme le match Algérie-Maroc de demain soir. Entendu. Donc, la Tunisie, premier pays à être qualifié, puis le Qatar, là, qui est en train de gagner 5-0. Donc, ça va y aller. C'est quand même incroyable, 5-0. Le groupe C, messieurs. Le groupe C, c'est le groupe du Maroc. Maroc, Jordanie, Arabie Saoudite, Palestine. 3/3 pour les Marocains. Les Marocains ont fait 2 cartons. Un dernier match où ils ont plutôt fait tourner. Une équipe marocaine stable, une équipe marocaine qui est basée sur des joueurs locaux, mais pas que. Et expatriés dans les pays du Golfe. La majorité des joueurs du cru local, ils ont tous été formés au Maroc, donc ça c'est vraiment positif. Mis à part le 3e gardien, Mohamed Amsif, qui avait été formé en Allemagne, qui joue au FUS aujourd'hui. Le Maroc qui a rencontré lors du premier match la Palestine, qui n'a pas pu faire appel à ses expatriés, qui a gagné sur un score large 4-0. Puis lors du deuxième match avec face à la Jordanie, qui a rencontré une Jordanie justement qui avait pas mal d'absents et de blessés, surtout sur le secteur offensif.
qui a fait une très bonne première période où vraiment c'était agréable à voir jouer. Je pense que c'est leur meilleur mi-temps de toute la compète jusqu'à présent. Et Houssine Hamouta qui a... Très bon coach. Ouais. Qui a Je me souviens de lui quand il était au Wydad. Et avant le Wydad, il est sur sa continuité. Il était au Stade Qatari aussi. Il a entraîné, il a gagné la Ligue des Champions. Bon, il a un background assez important. Il était arrivé deuxième avec le club Ittihad Zmouri El Khmisset, dont il est originaire. D'ailleurs, ce club est en Botola Pro 2. Il a entraîné le SAD, il a entraîné le Wydad, il a eu des résultats. Il a gagné la dernière CHAN avec le Maroc au Cameroun. Donc je pense que ça sera le prochain sélectionneur du Maroc après le départ de Vaïd. J'allais te dire. Et le successeur de Vaïd. J'ai même envie de dire pourquoi ils lui ont pas fait confiance avant, quoi. Je pense que Hamouta, il a encore besoin d'apprendre, je pense. Tu vois. Donc justement, c'est une preuve d'intelligence, selon moi, de ne pas avoir grillé les étapes, de s'être formé avec l'équipe des locaux à la CHAN, d'avoir approfondi tout ce qu'il connaît sur le foot. Là, aujourd'hui, on lui a confié l'équipe réserve ainsi que l'équipe olympique qui devront se qualifier pour les JO à Paris. Les U23, quoi. Les U23, exactement. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait du bon taf. Et c'est tant mieux parce que c'est un entraîneur local. Petit rappel de classement par rapport à ce groupe C. Donc le Maroc a terminé avec 9 points. On s'attendait à une confrontation contre Hervé Renard. Ouais, moi je la souhaitais. Hervé Renard qui a envoyé l'équipe olympique d'Arabie Saoudite en justifiant le fait que il y avait la dernière finale de Ligue des Champions zone Asie avec El Hilal qui a gagné d'ailleurs. Qui l'ont remporté. Et il a envoyé aussi son assistant. Et il a envoyé son assistant. C'était pas Hervé Renard qui a fait le déplacement. Il a envoyé son assistant. On aurait vraiment aimé voir Hervé Renard. On aurait vraiment le rencontrer. D'ailleurs, il est parti. Souvenir de son dernier match avec le Maroc. Ouais. Et du coup, ça s'est pas fait. Mais bon, à ce match-là, Hamouta, il a bien fait tourner en laissant uniquement l'arrière latéral Nahiri qui joue au Raja jouer la rencontre. L'équipe du Maroc, il y a beaucoup d'individualités avec Kadzaro, Ben Cherki, El Karti. On a vraiment une belle équipe. Hafidi au milieu de terrain qui est très bon. Surtout le milieu de terrain, Hafidi, El Karti, Gebran, genre du Raja. Banoun en défense. Banoun, c'est celui qui joue à El Ali, qui n'est pas titulaire, je crois. El Ali. Si, il est titulaire. C'est au Maroc que Veil a du mal à aller à l'appeler. Défenseur central. Ouais, défenseur central. Je pense que Banoun a largement sa place au sein de l'équipe A, et surtout pour la CAN qui arrive. En tant que titulaire. Pour moi, en tant que titulaire, c'est mon avis, ça reste mon avis, où je pense que Banoun a sa place au Maroc. Là, ça va être difficile avec Saïs et Aguerd, c'est compliqué, mais je pense que oui, il peut être parmi les postulants. Il a une expérience en Afrique que Saïs, par exemple, n'a pas, ou Aguerd, même si Aguerd vient du FUS, c'est ça, il me semble. Ouais. Bon, il a un peu d'expérience, mais Banoun, c'est vrai que il a gagné des Ligues des Champions, des Coupes de la CAF avec le Raja. Après, Saïs, il a joué la CAN. Le joueur du milieu de terrain marocain, Jabran, qui m'a fait forte impression. Jabran, le genre de Wydad. Jabran, il a une petite histoire. Il faut savoir que c'est un joueur qui vient du futsal de base, qui jouait avec la sélection marocaine de futsal, qui a d'ailleurs marqué le premier but de la sélection de futsal marocaine dans une Coupe du Monde de futsal. Très bien. Donc c'est pas un inconnu. D'où sa technicité. Vaïd l'avait appelé pour jouer en Mauritanie lors des matchs éliminatoires de la CAN. Il avait fait une mi-temps en Mauritanie. C'est un bon joueur. Après, il joue au Wydad. Il a une certaine expérience. Il joue devant la défense. Justement, moi je voulais rebondir par rapport à Hamouta. Bon, bien sûr, c'est pas pour enlever le mérite de ses résultats, mais voilà, aujourd'hui on voit que la moitié de l'équipe nationale est celle du Wydad avec de 2017 avec qui il a gagné la Ligue des Champions. Quand tu vois qu'il y a Ben Cherki à gauche, El Haddad, Jabran, El Karti, bien sûr, c'est des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Qui ont gagné la Ligue des Champions et dont certains ont gagné la Champions. Bien sûr. J'allais le dire tout à l'heure quand Anis nous dit il y a des individualités. Moi, ce que je retiens de cette équipe marocaine, c'est la cohésion d'équipe. Ils se connaissent. Et j'ai même envie de rebondir sur ce que tu dis et d'aller plus loin. C'est que Ben Cherki, il joue avec Banoun.
depuis les sélections de jeunes. Bien sûr. Tu vois, lui et El Kharti, c'est la même génération, c'est tous des 94, 95. Ouais, ils se connaissent. Donc ils se connaissent, ils ont joué le tournoi de Toulon, ils ont joué Montaigu. Au cage, c'était pas Zniti, mais c'était Tagnauti, le gardien du Wydad. Donc c'est des gens qui se connaissent depuis très 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 longtemps. Et on le voit sur le terrain, ça se voit. Donc, c'est vrai qu'il y a une cohésion qu'on retrouve peut-être pas dans l'équipe A du Maroc. C'est-à-dire que quand on regarde cette équipe entre guillemets A' marocaine qui joue, ça joue au football. On sent que y a vraiment une cohésion qui est bien plus importante. C'est plus difficile. T'as des gens qui viennent des Pays-Bas, d'autres qui viennent d'Espagne, d'autres qui viennent d'Italie, d'autres qui viennent d'Allemagne. Il y a quand même un Belgique aussi. Belgique, c'est plus apparemment, il y a compliqué. des tensions aussi entre les joueurs de l'équipe. Ça l'a toujours été. Il y en a toujours eu, même en sélection française. Mais aujourd'hui, clairement, l'équipe qui joue en ce moment en Coupe arabe est plus séduisante dans le jeu que c'est ce que je voulais dire, exactement. Tout à l'heure, je disais qu'ils avaient fait une super mi-temps qui s'était concrétisée face à la Jordanie, qui s'était concrétisée avec un super but de l'arrière latéral droit des forces armées royales, Chibi, sur une reprise de volée après un corner. J'avais une question. Chibi a déjà été appelé par Vaïd ou pas? Ouais, il l'a appelé juste sur les dernières confrontations là, en Coupe du... Il avait joué au milieu de terrain. Je pense qu'il est en train de gagner lui sa place pour la Coupe d'Afrique. L'avantage de Chibi, c'est que c'est un joueur très polyvalent, latéral. Ouais, latéral, mais qui peut jouer au milieu. D'ailleurs, il était rentré. C'est ça. Ouais, quand même. Oui, il y a Hakimi. Hakimi au arrière droit. Mais on a vu sa qualité de centre. D'ailleurs, face à l'Arabie Saoudite, il était rentré jouer quelques minutes. Il avait donné un bon corner pour une tête d'Ashraf Dari qui était arrivé sur la transversale. C'est un bon joueur. Après, il ne faut pas oublier qu'il a 29 ans. Vaïd fait jouer Hakimi en ailier. Donc, bien sûr. En tout cas, la sélection marocaine joue en 4-3-3. 4-3-3, ouais. Je pense qu'on va retrouver ceux qui ont joué les deux premiers matchs, c'est-à-dire Zniti au poste de gardien. Je pense qu'il va mettre Banoun. Oui, dans l'axe. Dans l'axe. À droite, Chibi, à gauche, Nahiri. Le milieu, ça va être Afidi, Jabran et El Kharti. À droite, il va mettre Haddad. À gauche, il va mettre Ben Sharki. Et je pense qu'il va jouer avec une pointe. Tu penses à Adzaro? Moi, Adzaro, il m'a montré plus de bonnes choses que Barkaoui. Ouais. Mais je crois que Barkaoui a marqué. Et sur l'expérience, Adzaro, il est un petit peu plus. Et puis je pense que face à la défense algérienne, un petit physique comme Barkaoui, ça va pas faire long feu. Donc je pense qu'il va plutôt opter vers Adzaro. Barkaoui qui a marqué contre l'Arabie Saoudite. Qui a provoqué le penalty. Je reste quand même sur le fait qu'il fera jouer El Barkaoui, je pense. On verra. Après, il a fait rentrer Fouzil. Peut-être qu'il jouera avec deux attaquants, je sais pas. Très bien. En tout cas, le Maroc qui a terminé premier de son groupe et qui rencontrera les Algériens dans un match, un gros derby maghrébin que tout le monde attend, que tous les supporters voulaient. Exactement. On va en pour revenir. Des raisons multiples et variées. On va en revenir. En tant que supporter, on attendait vraiment la confrontation face à l'Algérie. Et gare aux perdants. Pas forcément pour les raisons que tout le monde pense, mais c'est l'Algérie. Moi, en tant que supporter marocain, j'aurais plus tendance à vouloir jouer face à l'Algérie, qui a un jeu ouvert comme le Maroc, que face à l'Égypte, qui a un jeu qui se rapproche plutôt de celui de la Tunisie, plutôt fermé, c'est physique. Beaucoup tactique, tactique, physique, qui referme. D'ailleurs, ça va être un très bon match. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, mais je pense que on l'a vu face à l'Algérie. Je pense que si les Algériens ils n'avaient pas un jeu porté vers l'avant et très ouvert, je ne pense qu'ils ne se seraient pas mangé le but qu'ils se sont mangés contre l'Égypte. Ils ont continué de jouer. Exactement, en parlant de l'Algérie, on va y revenir. L'Algérie qui, elle, était dans le groupe D. Selon beaucoup de spécialistes, c'était peut-être le groupe le plus relevé, avec l'Égypte, l'Algérie, le Liban et le Soudan. On s'attendait à une équipe soudanaise qui allait faire quelque chose, mais qui a terminé bon dernier de ce groupe. Catastrophique. L'Égypte, premier du groupe, donc grâce au fair play, parce que au nombre de points, exactement. Merci Soudani. Au nombre de points, ils ont terminé égalité. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui comptaient les cartons de part et d'autre. Ça doit être une des rares fois où on a vu une rencontre où on comptait les cartons. Exactement, et on a vu les Égyptiens très contents quand Soudani avait fait la fameuse faute. Donc voilà, ça coûte quand même ce derby entre l'Algérie et le Maroc. L'équipe algérienne, Kader, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on part déjà sur un... Il faut savoir que cette équipe, elle a été montée dans le but de mettre
le plus de possibilités aux joueurs qui jouent la CAN, la Coupe d'Afrique, puisque les championnats arabes sont arrêtés. Donc des joueurs comme Blaili, comme Bounjer, comme Ben Amri, comme Boulhi aussi avaient besoin de jouer. Donc certains de l'équipe A sont dans cette équipe à prime. Avec cela, on a ajouté des joueurs qui étaient anciennement en championnat local mais qui aujourd'hui se sont exportés, comme Sofiane Bendebka qui est un très bon élément qui joue en Arabie Saoudite. On a aussi ceux qui sont en Tunisie. Toute la ligne défensive. Bedran, exactement. Zinedine Boutmen aussi qui a l'étoile du Sahel avec Tayeb Meziani aussi. Et donc voilà, on a fait une bonne entame contre le Soudan. Très content de la première mi-temps, un peu moins de la deuxième parce que je pense qu'on s'est relâché. Après, bon, à la mi-temps, il y avait déjà 3 ou 4-0, je crois. Oui, le match était déjà pire. La deuxième rencontre face au Liban, c'était beaucoup plus compliqué. Je m'y attendais un petit peu parce que quand j'ai vu le match contre l'Égypte, j'ai vu une équipe libanaise qui fermait beaucoup le jeu, avec très bien en place, 2 lignes de 4 qui avaient du mal à se faire bouger. Et on l'a vu contre l'Algérie, on a marqué dans les 15-20 dernières minutes. Et face à l'Égypte, très bonne première mi-temps. On a vu beaucoup de choses. L'Égypte qui avait beaucoup de mal face au pressing algérien et face au milieu algérien. Après, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a pêché physiquement. Voilà, c'est une baisse de régime. C'était que physique. Oui. Physique, et aussi, je pense qu'on a été un petit peu naïf. Parce que les Égyptiens, j'avais l'impression en les voyant que je revoyais l'équipe de 2009. C'est-à-dire qu'à chaque moment, à chaque époque où tu vas rencontrer les Égyptiens, ils ont toujours ce vice que toi, tu n'as pas. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'opposition style. Ils ressemblent plus aux Tunisiens. Oui, tu vois ce que je veux dire. C'est que les Égyptiens, attention, j'enlève en rien leur qualité. Hein. C'est des très bons joueurs. Il n'y a rien à dire. C'est une très bonne équipe. Mais ils ont ce plus qui fait que, par exemple, l'histoire des cartons. Bah voilà, ils vont jusqu'à calculer ça. C'est dommageable. Oui, c'est de la naïveté. Après, pour moi, c'est pas un regret d'affronter. C'est peut-être aussi une bonne chose. Peut-être, on sait pas. C'est peut-être une bonne chose d'affronter le Maroc tout de suite et pas de l'affronter en finale ou. Ce derby, de toute façon, il fallait bien qu'il arrive. Il faut il arrive peut-être un peu trop tôt. Mais et toi, t'en penses quoi, Raïd, de l'équipe algérienne? Oui, alors déjà, sans manquer de respect à l'équipe égyptienne actuelle, celle de 2009 était quand même largement au-dessus. Ah oui, non, je parle d'attitude. De manière de jouer. Je parle pas de niveau, je parle d'attitude. Ouais, d'attitude. Oui, pour l'Algérie, oui, là je pense que l'inquiétude, elle est clairement physique. On a vu quand même une baisse flagrante en deuxième mi-temps face aux Égyptiens. Aujourd'hui, clairement, si les Algériens sont amenés encore à ressentir ça face au Maroc, je pense que ça pardonnera pas. Parce que le Maroc a quand même offensivement supérieur de ce qu'on a vu en tout cas. Ils ont fait tourner les Algériens entre les 3 matchs, c'est ça aussi. C'est aussi peut-être un problème parce que en tout cas le trio offensif, Brahimi, Bounedjah et Belaïli, c'est toujours le même. En attendant des nouvelles, oui. Et je pense qu'il jouera demain. D'accord, c'est ce qu'il avait dit. Je pense qu'il sera 100% plus de peur que de mal. Après, je pensais que c'est vrai qu'on avait entendu dire qu'il y aurait pas mal de dosage avec les joueurs qui sont descendus de l'équipe A. Mais je les ai trouvés, on les a fait jouer à chaque fois. Faut dire honnêtement, après, dans l'équipe aujourd'hui, de l'équipe A, on a 3 titulaires. Il y a Blaili, Bounjer et Mboulhi, parce que Brahimi ne joue pas. Il y a Badran qui a joué les derniers matchs quand même. Et l'arrière latéral droit. Par contre, Brahimi, ça ne m'étonnerait pas que Belmadi l'appelle. Il était titulaire face au Burkina. Parce que Attal n'était pas là, ok, d'accord. Mais Ben Ayada, sinon, il ne joue pas. Mais Ben Amri, il est blessé et il ne jouera pas contre le Maroc, c'est trop tôt, je pense. Et je voulais juste revenir sur le match, c'était ma petite minute, on va dire coup de gueule, parce que tout à l'heure, tu avais dit, il n'y a pas eu de problème par rapport à l'arbitrage. Ah si, il y a un but qui est entaché Déjà, le but égyptien est entaché il y avait 6 mètres avant le centre. Et deuxièmement, l'action de Bounjer, c'est un scandale. Que le gardien ne prenne même pas minimum un jaune, c'est un scandale. Parce qu'il sort sur une commotion cérébrale, Bounjer. À la mi-temps, il se souvient plus de rien de la première mi-temps. On revoit l'action, il le rentre quand même dedans. J'ai l'impression de revoir, pour ceux qui savent un peu, les images de Batiston face à Schumacher dans les années 80. De Anthony Lopez. De Anthony Lopez sur Mbappé. Exactement. Ou de Barthez face à Ronaldo. Aussi. R9. Donc c'est des images qu'on ne veut pas voir. Autre aussi, c'est très curieux que le numéro 5, je ne sais plus son nom, ne sorte pas sur une expulsion, sur le tac de Blaili qui lui fait. Il a 2 doigts de lui péter la jambe.
Donc voilà, il y a encore des choses qu'on ne veut pas voir. Après, les lacunes physiques que l'équipe algérienne a rencontrées, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans l'équipe A. Surtout quand ils jouent face à des équipes physiques, on voit que, par exemple, face au Mali, au Burkina... C'est pas une excuse, hein. je dis juste que voilà, sur ce match, il y a eu ça, c'est un fait. Bien sûr. Après, comme je reviens aussi sur ce que j'ai dit, on a pêché physiquement. Ouais, mais justement, c'est souvent ce qu'on note aussi avec l'équipe de Belmadi, c'est que physiquement, dès qu'ils ont un bloc physique, mais quand je te dis un bloc physique, c'est pas une équipe qui joue à 10 derrière. Je te parle vraiment de joueurs qui sont tactiquement là, tactiquement sont en place, arrivent à vite se projeter. La raison, elle est simple. On l'a vu face au Mali, et au Niger aussi. Au Niger, on l'a vu même, j'ai envie de dire, face à la Tunisie, où moi, quand j'ai vu le match, je pensais que l'Algérie allait en mettre 4-5. Oui, mais c'est... Oui. Et en deuxième mi-temps, bon après c'est sûr qu'il y a de l'orgueil, et puis ils sont chez eux. Mais moi je pensais vraiment que l'Algérie allait en mettre 3, 4, 5 facile, tellement la première mi-temps elle était à sens unique. Été déçu, tu veux dire. Voilà, en deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé que non, moi je pense comme les Tunisiens ont joué un peu dur, un peu physique, et ben justement ils n'ont pas réussi à continuer sur cette lancée là. Sur les autres matchs, j'étais d'accord avec toi. Sur ce match, je pense que c'était plus un plan de jeu, je pense, sur la deuxième mi-temps, d'opérer en transition offensive très rapide. Après, pour revenir à ce que tu as dit, c'est simple, ces derniers mois, on a des problèmes de temps de jeu en club. Mandi qui joue plus à Villarreal, Ben Amri qui fait que de se blesser, Benasser qui enchaîne pas les matchs. On est d'accord, même Slimani avec le retour aussi, pareil, de Dembélé. Qui joue pas tout le temps. Mahrez qui joue que les matchs de Ligue des Champions. En première ligue, il a été titulaire que 2 fois. Blaili, Bounjah au Qatar, ça joue une fois tous les 2 semaines parce qu'au Qatar, le championnat il est un peu bizarre. Est-ce que tu penses pas que ça, justement, ça va leur permettre d'arriver avec une certaine c'est aussi fraîcheur. C'est aussi pour ça. En fait, avant la CAN 2019, on avait aussi ce problème. Je sais pas si vous vous rappelez, Mahrez n'avait pas beaucoup joué. On avait des joueurs qui jouaient pas beaucoup. J'ai pas ressenti quand même durant la compétition. Mais j'ai pas cité. Contrairement à Salah ou Ziyech qui était arrivé esquinté un peu. J'ai pas aussi cité Ferrouli qui est là redevient titulaire, mais avant il enchaînait des matchs sans jouer. La Coupe arabe aussi, justement, c'est pour ça que Belmadi en relation avec Bouguera s'en sert aussi pour faire jouer les joueurs. Est-ce que tu penses que Belmadi, vraiment, c'est lui qui fait la compo Non, j'irai pas jusque-là. Non, mais j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il a un droit de regard sur la liste. Ouais. C'est normal. Il y a des joueurs qui jouent avec l'équipe A quand même. Exactement. Je trouve ça intéressant ce que tu disais sur le temps de jeu, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent quand tu discutes avec les uns ou les autres. Et c'est vrai que bon nombre de joueurs algériens ne sont pas des titulaires indiscutables en club. Mis à part peut-être Benrahma qui cette année qui est titulaire, le Benrahma du club et de la sélection, ça n'a rien à voir. Après, pour moi, je trouve que le plus important, c'est d'être performant en équipe nationale. Si tu es remplaçant avec ton club et que tu es performant en équipe nationale, le problème, ça pêche peut-être physiquement. De rebondir. Alors attendez, ça pêche peut-être physiquement, c'est-à-dire que tu peux être bon dans ton. Alors si tu joues pas en club, on le voit. Si tu joues pas, tu peux être bon avec ton équipe nationale et du coup avoir un baisse physique. Mais dans toutes les sélections, mais tu peux retourner le problème. Comme il a dit, en 2019, t'as un Ziyech, il est dans le rouge. Ça là, il est dans le rouge. Ils ont tellement joué qu'ils arrivent à la CAN, ils sont morts en fait. Mais après, il faut pas minimiser aussi le niveau de l'Égypte. On sait que l'Égypte, c'est une équipe terriblement physique. On le voit même en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, on a commencé par ça. La chose, elle est simple. C'est que aussi, il y a une chose, c'est que tu peux pas, et c'est voilà pourquoi je suis pas inquiet aussi par la CAN, c'est que avant une compétition, tu as une grosse préparation. Alors que dans les éliminatoires, tu as tes joueurs 3-4 jours, ou allez, une semaine, et ensuite ils repartent en club. Et c'est comme ça à chaque fois, à chaque mois. Donc tu rajoutes les voyages, le déplacement, le temps de repos, le temps de. Donc c'est aussi ça, je pense aussi. Mais justement, s'ils jouent pas, ils ont un peu plus, ils sont un peu moins fatigués que des joueurs qui joueraient et qui feraient les allers-retours. Il faut faire les tests. Quand tu es en pleine compétition, si tu n'enchaînes pas. C'est compliqué. C'est compliqué quand tu reprends. À la reprise, c'est comme quand tu fais du sport. Quand tu t'arrêtes une semaine et que tu reprends, elle est plus difficile. C'est ça, mais avant une compétition, tu as toujours une préparation avant. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas. C'est pour ça que je m'inquiète pas. Alors que si tu arrives, tu sais, tu as des qualifications à faire. Si tu joues pas en club, les entraînements, ça remplace jamais les matchs. On est d'accord, bien sûr. Donc quand tu arrives, tu n'as que 3-4 jours pour te préparer. C'est compliqué d'après d'enchaîner sur un match. Imagine, en plus, tu as une opposition devant toi qui tactiquement est bien en place. C'est là où tu pêches. J'aimerais rebondir sur ce que tu disais, Raïd, sur les joueurs qui ne sont pas performants en club, mais qui sont performants en sélection. C'est d'ailleurs ce que j'essayais de dire, et peut-être qui a été mal interprété. Parce que
c'est vrai que on va vite, on essaye de parler un peu de tout, mais j'avais parlé de Belaïli en disant que pour moi, Belaïli, c'est un bon joueur en sélection. Mais en club, avec l'Algérie, c'est même un très bon joueur. Un très bon joueur en sélection. Très bon joueur, ouais. Mais on se rend compte que, et d'ailleurs, pour reprendre même les dires de son propre sélectionneur, qui expliquait en conférence de presse que tu avais des présidents de clubs où il a joué qui lui disaient mais on comprend pas comment se fait-il qu'il ne joue pas avec nous comme ça. Donc c'est un peu ce que j'essayais de dire au sujet de Belaïli. Mais dans le football, ça a toujours existé. Ça a existé en Tunisie. Il y a eu Sam Gemma, par exemple. Bien sûr, et qui sont performants. Et puis plus connu, Olivier Giroud. C'est ça. Et cette équipe égyptienne, vous en pensez quoi? Parce que c'est l'équipe égyptienne qui répond aux attentes. L'équipe égyptienne, elle est fidèle à elle-même, une équipe très physique, même s'ils n'ont pas 100% de leurs joueurs, notamment les stars, Salah et Neni, pour citer que. Maintenant, voilà, c'était deux équipes, deux colosses du football africain entre l'Algérie et l'Égypte. C'est pour ça que ça s'est soldé à un partout, même si je rejoins Kader là-dessus. Voilà, petite bourde. Carlos Queiroz qui a quand même pris des joueurs qui un super entraîneur. Il faut le souligner aussi, un super entraîneur. Très grand travail en Iran. Ancien sélectionneur de Colombie. Je crois que si je dis pas de bêtises, il a entraîné le Real de Madrid. Voilà. Bien sûr. Il était adjoint de Ferguson. L'Égypte qui a mis quand même 5-0 au Soudan. Je vais faire une petite bifurcation sur le Soudan. Bon, le Soudan, c'était catastrophique. On attendait quand même mieux, même si on disait pas qu'ils allaient être deuxième ou premier, au moins troisième. Le problème, comme je l'avais dit dans l'émission précédente, il y a eu des chamboulements autant politiques au niveau de la fédération au Soudan. Même les joueurs n'ont pas reçu leur prime de qualification. Donc ça a joué beaucoup aussi sur le moral. Attention, ils ne trouvent pas d'excuses, mais on va dire que le Soudan, actuellement, ils sont vraiment dans une très mauvaise phase. Et une dernière chose, on en parlait avec Fatah juste avant l'émission, c'est vrai que le sélectionneur Hubert Velud du Soudan disait que ces joueurs ne sont pas adaptés aux conditions, on va dire, presque européenne. Optimale. Ah, au Qatar. Parce qu'il disait que leurs joueurs, comme ils jouaient assez physique. Oui, mais tu veux nous dire par là qu'ils préféraient jouer sur des terrains. Les joueurs, des champs de patates. Et avoir un arbitrage à l'africaine plutôt qu'avoir c'est normal, une c'est leur petite avantage. poussette. Regarde le nombre de cartons rouges qu'a pris le Soudan. Ils en ont pris 3 ou 4, je crois. Ouais, c'est étonnant. En 3 matchs. En 3 matchs. Même contre le Liban, il y a eu 2 expulsés. Il y a eu énormément de cartons rouges. D'ailleurs, même l'Algérie, on a eu 2. Oui, mais pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des arbitres africains. Voilà, exactement. Contre l'Égypte. Je voulais savoir une petite question. L'arbitre de Algérie-Égypte, c'était un quoi ? Sud-américain, mais argentin, je crois. Voilà, tu nous as donné la réponse. C'est un argentin. C'est normal, ça joue extrêmement physique. Donc quand tu disais que l'Égyptien a taclé sévèrement Belaïli, chez eux, c'est pas carton rouge en fait, tout simplement. Au micro, bien sûr. Ça peut être des explications. C'était la petite parenthèse que je voulais donner. L'équipe soudanaise n'arrivait pas en tout cas à s'adapter. Après, on ne dit pas qu'ils allaient battre l'Algérie ou l'Égypte, c'était impossible. Mais ils ont été catastrophiques. Est-ce que tu penses que finalement cette compétition elle a été contre-productive ? Tu me le disais pour le Soudan ? Pour le Soudan, complètement. Complètement. Mais ils ont encaissé 750 000 euros. Oui, après. Qui n'est pas négligeable. 750 000 euros pour l'instant, on ne sait pas pour quel président qui va gouverner. Parce que pour l'instant, ils ont un président de transition. Et pour l'instant, la fédération, elle reste en suspens. Sachant qu'ils ont un 3e joueur encore titulaire qui a fait les ligaments croisés. Donc ça fait beaucoup pour la sélection par du rapport Soudan. à cette compétition, on sait tous aujourd'hui que le vainqueur va prendre autant que celui qui gagnera la Coupe d'Afrique des Nations. Même plus. Même peut-être plus. Même peut-être plus. 6 millions. Voilà. 6 millions de dollars. Donc, est-ce que des équipes, on va dire... des nations comme l'Égypte, la Tunisie ont bien fait d'envoyer leur entraîneur, ont bien fait d'aller à fond dans cette compétition financièrement, parce que c'est quand même une compétition qui va rapporter beaucoup d'argent et qui permettra aux joueurs de se montrer. Moi, je te donne une venant d'Algérie, Bougara, il s'est pas caché. Il veut la gagner. Son premier discours, c'était pour quelle raison ? Pour la gagner. Il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons. Moi, j'ai pas entendu ça de Bougara. Ah, Bougara, si. Moi, j'ai entendu dire qu'il préparait la CHAN en Algérie. Non. Ça, c'est autre chose. En fait, ça, il a parlé pour les joueurs. Moi, je l'ai jamais entendu. Ça, c'était la critique. Parce qu'en fait, en Algérie, beaucoup l'ont critiqué, les observateurs algériens et ceux qui suivent l'environnement. Parce qu'il avait des joueurs avant qu'il n'a pas pris là et qu'il a remplacé par des joueurs de l'équipe A. Exactement. Il avait des joueurs locaux avec qui il avait fait plusieurs stages et ça l'a critiqué, ça lui a dit mais en fait pourquoi t'as fait tous ces stages pour ces joueurs locaux ? Et en fait il a dit que c'était ces joueurs locaux là, il les préparait pour le CHAN. Il les avait au téléphone pour leur expliquer. 2023 exactement. Non sans, moi je sais que j'ai des infos qu'il y a plusieurs joueurs locaux qui ont
très peu goûté les choix de Belmadi, les choix de Bouguera. En tout cas, ils ont pris ça comme une trahison. Ouais, donc, officiellement, c'est pas ce qu'il a dit. Lui, il a dit que tout le monde l'avait bien pris. Ouais, bien sûr. Tu sais très bien. Oui. Tu vois. Enfin bref, il y a certains joueurs qui ont pris ça très mal. Enfin bref. Et du coup. Par rapport à cette coupe arabe, ça c'est pour le volet Chan, ça c'est par rapport à la critique sur les joueurs locaux. Pour le volet coupe arabe, il a toujours dit qu'il voulait la gagner depuis le début. Donc il y a un volet financier et il y a un volet aussi crédibilité pour Bouguera. C'est normal. Tout à l'heure quand tu parlais des entraîneurs, Kéros, je trouve que Kéros il lui a... Quand Bounedjah est sorti et qu'il l'a remplacé par Soudani. Par Soudani, ouais. Est-ce que sur le banc, il n'y avait pas peut-être moyen de faire rentrer quelqu'un d'autre? Moi, je pense que c'est une erreur d'avoir fait rentrer Soudani. Zerouki, par exemple, du Paradou. Même si, attention, je ne tombe pas sur Soudani. Moi, je suis pas. Mais c'est pas le même profil que. Déjà, c'est pas le même profil. De deux, Soudani, depuis le début de la compétition, il ne joue pas son poste. Soudani, c'est pas un mec qui joue à droite. Je suis désolé, c'est pas un ailier qui rentre sur son pied gauche. Il a jamais été comme ça. Pas du tout. Ça a toujours été un mec à gauche ou en pointe avec un deuxième mec c'est ça qui tourne autour de l'attaquant. En 9,5. Ça a jamais été quelqu'un qui rentrait intérieur. Lui, il a toujours joué sur la profondeur. Et là, justement, face à l'Égypte, il est rentré à droite. Exactement, c'est ça. Il est vieillissant aussi. Il faut se dire la vérité. Il a plus la même gouache qu'avant. Moi, je le trouve en surcharge. Il y a ça, mais c'est un joueur qui a subi 2 fois une blessure au ligament croisé en l'espace de 1 an et demi. Donc c'est plus le même joueur, il a plus la vivacité qu'il avait avant. Rajouter à ça l'âge, c'est compliqué. Donc tomber sur lui. Alors oui, il fait une très mauvaise entrée contre l'Égypte. Et c'est à cause. Et c'est en partie à cause de lui. Bouguera, c'est là où justement. Tout à l'heure, tu parlais des entraîneurs. Je trouve que Bouguera, il a montré un peu fébrilité, de fébrilité, en fait, ou alors de limite. En fait, tu vois, c'est le, on va dire le lot des jeunes entraîneurs. Ouais. T'as un jeune dans ton banc. T'as plusieurs jeunes dans ton banc. Et t'as un mec avec un statut, il a déjà fait des choses en équipe nationale. T'es un jeune entraîneur, tu veux pas te brûler. Imagine, il rentre un jeune, il va rentrer Zerouki ou il rentre. Il fait un autre changement. Du Sahel, là. Zinedine. Boutman, il l'a rentré. Mais d'ailleurs, il l'a rentré à gauche alors que Boutman, il joue à droite. Tu vois, c'est quelque chose que. Enfin, bref. Et du coup, Bouguera, imagine, il rentre un jeune, il se loupe. Bon, on va lui dire, ouais, t'as rentré un jeune, t'as risqué les trucs. Il aurait peut-être pu le faire dans les matchs d'avant l'Égypte. Ouais, c'est-à-dire, il aurait pu tester. C'est comme par exemple le cas Titraoui. Il rentre Titraoui qui est pour nous. Mais Titraoui à la base, il devait pas faire cette. C'est une pépite. Il devait pas faire cette. C'est Abid qui devait. Titraoui qui a pris un rouge. Qui a pris un rouge, mais tu le fais rentrer à la 88e face à l'Égypte. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il a montré. C'est pour ça que je te dis qu'il a montré ses limites. Ou alors face au Soudan, quand tu mènes 4-0, tu le rentres le dernier quart d'heure pour le mettre dans le bain. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a eu quelques petites erreurs comme ça. Mais bon, moi, je pense que je sais pas. On va pas non plus tirer un trait directement sur Bouguera en disant ouais, c'est un mauvais entraîneur. Mais moi, je laisse la chance au produit et on attendra. On verra demain contre le Maroc. Messieurs, de toute façon, aujourd'hui, excusez-moi. De toute façon, aujourd'hui, j'allais en venir. On a ce derby marocain, ce derby maghrébin, pardon. Ce derby entre le Maroc et l'Algérie. Bon, il arrive peut-être un peu trop tôt. Est-ce qu'on peut dire que celui qui va perdre ce derby a perdu beaucoup de choses? C'est-à-dire, les Algériens qui sont sur une série consécutive de victoires, mais c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. C'est pas compté dans l'invincibilité. C'est pas compté dans l'invincibilité. Mais on a quand même celui qui va perdre ce match, il va quand même prendre ça. Attends, mais ce qu'il faut pas oublier, ce qu'il faut dire, c'est que au Maroc, c'est absolument pas la même configuration que la sélection avec les individualités que compose la sélection algérienne. On n'a aucun joueur qui est titulaire avec Vaïd ou qui est un titulaire indiscutable en sélection. Je pense que c'est l'avantage aujourd'hui de la sélection marocaine, c'est que tous les joueurs qui sont présents ont envie d'aller à la CAN. Ils savent qu'ils ont leur place en équipe A. Et il y a une motivation en plus que les autres nations n'ont pas. Évidemment qu'ils ont ça à l'esprit. La CAN, elle est dans un mois. Ils veulent se montrer, chacun à sa manière, pour montrer que Vaïd, il a tort sur tel ou tel choix. Mais c'est pas la même chose qu'avec l'Algérie, qui a des joueurs confirmés ou non, mais qui sont dans le groupe. Là, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois... Et il faut pas oublier que l'Algérie... elle vient également, comme je l'ai dit, avec des joueurs confirmés, mais avec des joueurs aussi qui jouent dans le Golfe, en Arabie Saoudite. Oui, mais tard aujourd'hui, clairement, si le Maroc perd contre l'Algérie, ce serait quand même une mini surprise, parce que le Maroc, on les voyait assez bien. On a battu l'Algérie en 2019 sous les yeux de Belmadi, d'ailleurs, qui était à Berkane 3-0 pour les éliminatoires de la CHAN. On n'en a pas fait des caisses et des caisses. Pour moi, les raisons, on va dire... Qu'est-ce qu'on a à perdre? Moi, pour moi, elles sont extra-sportives. Ça va être en dehors du terrain. Ça va se charrier, tout ça et tout. Mais moi, je pense qu'on va se recentrer sur le terrain. Nous, l'Algérie, il y a beaucoup de joueurs qui préparent la CAN. C'est-à-dire que c'est pour se rendre physique, préparation pour la Coupe d'Afrique.
le Maroc, comme tu l'as dit, il y a des joueurs, et autant en Algérie, attention, parce que nous, que ce soit le milieu de terrain ou la défense, on a beaucoup de joueurs qui sont pas en A et qui veulent justement aller toucher le Graal de jouer en équipe nationale. Mais tu as des joueurs aussi qui sont dans le bien groupe. Sûr, mais regarde, par exemple, regarde, même si par exemple, l'arrière droit. Je te prends un exemple. Le gardien. Brahimi, c'est un joueur confirmé. Ça fait plus d'1 an qu'il est plus sélectionné en équipe A. Donc pour lui aussi, c'est un objectif de cette Coupe arabe, tu vois. Donc les Marocains, aujourd'hui, qui ont fait une bonne phase de poule, et il y a des joueurs qui ont quand même montré qui pouvaient justement aller chercher cette équipe A. Brahimi qui avait bien commencé. Aujourd'hui, si le Maroc perd, le Maroc, ils ont cette équipe-là, ça fait... Ils restent sur 2 CHAN gagnés, tu vois. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont allé... C'est-à-dire que Vaïd, il connaît leur qualité. Tu vois ce que je veux dire? Du côté algérien, on prépare la Coupe d'Afrique. Moi, j'ai envie de dire que sur le côté sportif, purement sportif, attention, je parle pas de rivalité, je parle de côté purement sportif. Est-ce que les deux équipes ont vraiment à perdre sur cette ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact. Ça peut. Comme l'a dit Kader, mais sur le niveau, tu vois, c'est entre nous dans la charia. C'est ça, exactement. Il y en a. Tu connais. Ça va même au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. C'est diplomatique aujourd'hui. C'est politique, tu vois. C'est pas les deux mêmes équipes. C'est vrai. C'est ça. C'est pas les mêmes joueurs. D'accord. C'est pas les mêmes statuts. Mais pour moi, aujourd'hui, l'équipe actuelle du Maroc de la Coupe arabe, pour moi, elle est supérieure à celle que propose Vaïd pour les éliminatoires de parce que tu parles de attention. Ouais, mais parce que tu parles de cohésion. Par exemple, tu parles de cohésion, de ce qui monte dans l'envie. C'est plus important. En même temps, c'est pas les mêmes adversaires à la Coupe arabe et puis en sélection. C'est pour ça que tout à l'heure j'expliquais. Mais bien sûr. Quand tu me dis par exemple, oui, c'est pas les mêmes équipes et tout. Mais moi, je peux te répondre par exemple que nous, notre équipe, elle a été travaillée il y a 2 semaines, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune cohésion. Les mecs qui se connaissent pas. D'accord, mais tu as la moitié de l'équipe qui est composée par des joueurs de l'équipe A ou qui gravitent autour. Mais qui ne joue pas? Mais il joue pas. Chetty joue en équipe A. Ben Ayada, il joue en équipe A. Il fait un match tous les... Ben Ayada, il était titulaire face au Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'il est titulaire. Il a joué. Ouais, mais il a joué un match. En Algérie, il y a 3 titulaires, c'est ça. De toute façon, il a eu cette expérience. T'as Blaili, Bounjah. Tu sais que Ben Ayada en 2019 faisait partie de l'équipe algérienne qui a affronté le Maroc. Mais bien sûr, mais il a pas. Mais ça c'était en prime, tu vois. C'était avec les locaux, il avait battu les sélectionneurs. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, une équipe locale qui a été montée. Enfin bref, c'était très drôle. Enfin bref. Il y avait Zorgan. Mais il y a Moura aussi qui a manqué. Pour revenir, qui était pas là à ce moment-là, mais en tout cas, en 2019, il n'était pas encore là. Mais en tout cas, pour revenir sur l'équipe, il y a quand même une grosse partie de l'équipe qui, soit ne joue pas en A, gravite autour de la A, mais il joue pas, tu vois. C'est des seconds, triple couteau. Taharat, il joue pas en A. Mais il est dans le groupe, Taharat. Oui, il est dans le groupe. Mais il joue pas. Mais il n'est pas titulaire. Badran, il a été titulaire. Badran, il a fait 2 matchs. Les 2 derniers matchs. Parce que Ben Ameri était blessé. Mais il n'y a aucun problème sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un 11 dans les équipes nationales. Il n'y a pas de 11. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, un joueur comme Ben Ayada fait partie de l'équipe A de l'Algérie. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Sauf que... Mais moi, tu vois, par exemple, tu me parles de Badran et trucs. Mais moi, je peux parler de Bennoun. Badran est tout gars. Il joue pas non plus chez nous. Mais ça fait... Ouais, mais il est dans le groupe. Bennoun ne joue pas, n'est pas appelé définitivement. Quand je te dis, c'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même des joueurs du côté du Maroc, si on veut parler de joueurs qui gravitent autour de la A. Il y en a 3. Ou alors qui... Il y a Rahimi, il y a Ben Cherki et il y a Chibi qui a été appelé une sélection. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que ta sélection algérienne, tu as le gardien Mboli qui est titulaire, tu as l'avant-centre qui est titulaire, tu as le milieu gauche qui est titulaire. Quel milieu gauche? Belaïli, Bounjah. Brahimi, ça fait 1 an qu'il n'est pas appelé. D'accord, mais qui a une expérience. Oui, je veux bien, mais il est au Qatar, ça fait 1 an qu'il joue pas. Mais de toute façon, Kader, alors juste une petite chose. Kader, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, de toute façon, l'équipe nationale algérienne, si elle se fait éliminer contre le Maroc, c'est justement, c'est un gros coup sur le Maroc. On est bien d'accord. Mais si je peux rebondir là-dessus, bien sûr. C'est ça sur le plan sportif. Mais je parle du plan sportif. Moi, pour résumer un petit peu ce que vous dites, ce que vous dites, pour résumer un peu ce que vous dites sur le plan sportif, je pense que déjà l'équipe marocaine est déjà rodée, comme disaient Raïd et Kader. Cohésion d'équipe. L'équipe d'Algérie, il y a des seconds couteaux, des troisièmes couteaux, il y a des premiers couteaux, il y a un mélange de tout ça, il y a un melting pot. Sur le plan sportif, ça reste qu'un test pour les deux équipes. Pour la Coupe d'Afrique. Si le Maroc perd ce match-là,
elle n'aura rien. Est-ce que c'est un drame? Sportivement, je parle sportivement. Un drame ce n'est pas un drame autour du sport. Mais je parlerai pas de ça. Je parle d'un plan médiatique. Aujourd'hui, si l'Algérie perd, ça va être une bombe. Si le Maroc perd, ça sera pas la même. J'allais bifurquer dessus. Les médias marocains, c'est pas les médias algériens. Mais on est d'accord. J'allais bifurquer dessus. Diplomatiquement, par contre, ça va être très grave pour un des deux pays. Ah oui. Demain, je ne sais pas si ça peut aller jusque-là. Non, mais ça va être grave. Non, ça va être grave. Je suis pas d'accord avec toi. Du côté marocain, je vais t'expliquer, c'est simple, Oui. c'est connu. Oui. Si l'Algérie gagne sur le terrain à la loyale avec une équipe beaucoup plus forte que le Maroc, honnêtement, moi le premier, j'applaudirais. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, de là. Tout le monde n'est pas dans le même esprit que toi. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, on veut bien te voir applaudir alors. Non, mais j'applaudirais dans le sens où sportivement, ils ont été meilleurs bien que sûr, nous. Bien sûr. On peut pas en vouloir d'avoir perdu. Maintenant, si tu vois que tu as dominé le match et que tu perds sur un détail, parce que ce match-là, il va se jouer sur des détails, effectivement, tu peux avoir que des remords en sortant du match. En tout cas, ça va alimenter les discussions de comptoir. De toute façon, en tout cas, ce match, ce sera demain à 20h. Donc un très gros match. Ils sont la poudre. Exactement. Et qui est déjà guichet fermé. Et puis voilà, moi personnellement, je pense que c'est un bon 50-50. On a quand même. Égypte-Jordanie, tu disais que c'était à guichet fermé, pourquoi? Non, c'est Maroc. Ah d'accord. Mais je crois que tu l'as dit. J'ai vu un truc sur Égypte-Jordanie aussi. Mais tu le disais tout à l'heure. Il y a à guichet fermé, Égypte-Jordanie. Ah bah je t'ai peut-être trompé alors. Non, je parlais de Maroc-Algérie. Non, mais il est aussi à guichet fermé, Égypte-Jordanie. Égypte-Tunisie, s'il y a un éventuel Égypte-Tunisie en demi-finale, ça sera aussi à guichet fermé. Il y avait les Tunisiens qui étaient 30 000 aujourd'hui. Ouais, mais les Tunisiens, ils se déplacent toujours, même à la Coupe du Monde des clubs avec l'Espérance. Ils se déplacent beaucoup, les Tunisiens. Et il y a une communauté quand même tunisienne au Qatar aussi. Oui, c'est comme la communauté algérienne, il y en a pas mal au Qatar. Vous, un petit pronostic pour ce match? Moi, je dirais 51-49 pour le Maroc au vu. 51-49, c'est en Algérie en général. Tu veux dire voilà, donc tu donnes je mettrais un petit avantage au Maroc. Mais attention, le problème c'est que nous on marche un peu avec les émotions. On a vu l'Algérie jouer avec une très très grosse équipe de l'Égypte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'Égypte aurait joué le Maroc, peut-être qu'elle se serait imposée contre le Maroc. C'est alors ça que tout à l'heure j'expliquais que. On parle juste. Moi, je parle juste d'un point de vue physique où je pense que l'Algérie demain va souffrir. Qui a joué 3 matchs avec les mêmes joueurs. Avantage au Maroc. Donc un petit avantage au Maroc. Notre ami Kader, on va quand même te demander un petit pronostic. Attends, parce que, physiquement, mais ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Algérie a déjà lancé sa Coupe arabe. C'est-à-dire que nous, on a déjà eu un match avec très haute intensité. Le Maroc, non, pas pour le moment. C'est vrai. Donc peut-être que ça va être un avantage par rapport à ça. Le Maroc a fait tourner son dernier match. Moi, je pense que c'est une opposition de deux équipes complètement différentes. D'un côté, on a des individualités. Je trouve justement qu'elles ne sont pas si différentes que ça. Alors peut-être que les objectifs sont différents. Il y a moins de cohésion d'équipe côté algérien. Dans la façon de jouer, c'est plus ouvert. Que marocain. Oui, ça, tu vois, dans le style. Ça joue vers l'avant. Dans le style, c'est la même chose. Moi, je te parle de cohésion d'équipe et de on va dire, de plan de jeu, tu vois. En Algérie, sur les 3 premiers matchs, les clés, elles sont clairement données à Brahimi et Blaili. C'est-à-dire qu'ils se cherchent, c'est vraiment les clés sont données à ces deux-là. Tu as quand même Ben Cherki au Maroc. Au Maroc, bien sûr. Mais je veux dire, c'est que le trio qu'on voit au Maroc, surtout au milieu de terrain, tu vois, et justement, quand on voit comment ça ressort le ballon, comment ça se trouve très facilement, c'est une chose qu'on voit un peu moins en Algérie. Donc pour moi, ça va être une opposition entre guillemets de style, tu vois, parce que quand je dis entre guillemets, c'est deux, comme tu l'as très bien dit, c'est deux équipes qui jouent très bien au ballon, mais on va dire qu'il y a plus d'individualité côté algérien. J'ai pas envie de donner de pronostic parce que bien sûr que moi, bien entendu, j'aimerais que l'Algérie gagne. On a compris Kader. J'aimerais que l'Algérie gagne. Après, d'un point de vue objectif, avec du recul. Honnêtement, je vois un 50-50 moi, parce que les Marocains ont des atouts, nous on a des atouts aussi, et ce qui fera pencher la balance, et puis c'est peut-être de la langue de bois ce que je vais faire, c'est peut-être politiquement correct, mais c'est un derby. Donc je pense que ça va c'est des petits détails qui vont faire que et puis je vois pas par exemple, je vois pas un 4-0 demain, tu vois. Non. Je vois pas pourtant il y a des derbys qui ont connu le 4-0. Oui. Bien sûr, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai dit ce score là, j'aurais pas dû. Mais bref, tu m'as tenu d'ailleurs les Audi étaient interdits pendant un moment. Exactement. Bon, en tout cas, je pense que que ce soit côté marocain ou algérien, le côté c'est notre deuxième équipe demain, il sera pas là. Demain, c'est deux nations qui s'affrontent. Moi, je pense qu'il y a ça restera dans le fair play. Ah oui, bien sûr, évidemment. On l'a bien vu avec Algérie et Égypte, j'ai trouvé que c'était très fair play, j'ai bien
aimé. C'était très tendu. Donc je pense que demain, on aura la même histoire. Moi, je pense que ce match-là, comme on l'a répété, ça va jouer sur des détails. Je pense que l'envie, elle va être des deux côtés. Je pense qu'il y a l'expérience de Houssine Ammouta que Bouguera n'a pas. Et ça va faire la diff. De deux, la fraîcheur physique, parce que le Maroc a pu faire tourner face à l'Arabie Saoudite, qui était obligé de chercher une victoire pour pouvoir espérer se qualifier. Bien sûr. Et ton pronostic, du coup? Alors, une troisième chose. Ton pronostic, s'il te plaît. Une troisième chose, on l'a dit, c'est la cohésion d'équipe. Ils se connaissent depuis les sélections de jeunes. Ils se connaissent parce qu'ils viennent tous de la Botola. Contrairement à la Tunisie, où tu as des individualités qui ont été formées en France, comme Sliti, Moez Hassan ou Hannibal Mejri. Vous, il y a Brahimi ou Mboli qui ont été formés en France. Ah oui. Ouais. Je vais dire en Algérie. Ton pronostic, Feta, ton pronostic. Moi, je vois 2-1 pour le Maroc. Très bien. À ton tour, Tariq. Moi, 0-0. Inch'Allah. Et au penalty. Ça va se jouer au penalty. Je crois qu'il n'y a pas de prolongation. C'est la loterie. Il n'y a pas de prolongation. Moi, je vois un 0-0. Quand j'ai dit j'aimerais bien l'Algérie, j'avais mis le même score 2-1, mais pour l'Algérie. Ah ouais, bien sûr. Je voyais un score comme ça. Après, je pense que justement, tout à l'heure, je rebondis sur ce que tu disais, Raïd, par rapport aux médias. Je pense que certains médias de part et d'autre d'ailleurs, mais c'est vrai que du côté algérien c'est assez redondant. Bon, attention du côté marocain aussi. Je t'assure que franchement ça reste gentil. Quand je vois 360 MA ah ouais, non, mais ça reste un média. HKM. Mais on est d'accord que c'est pas tous les médias et je t'assure que la majorité, bon, chacun a sa sauce. C'est pour ça que j'ai dit de part et d'autre. Mais c'est vrai que quand j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais du côté algérien, je pense que oui, s'ils perdent demain, ça va faire beaucoup de déçus. Bon, de toute façon, je pense que ce soit... Voilà, exactement. Je pense que celui qui perdra demain s'attendait pas à sortir aussitôt. En tout cas, ça sera un très beau match, espérant que les individualités algériennes seront présentes, parce que côté individualité... J'ai une question à vous poser pour tous. Est-ce que vous êtes déçus de voir ce derby maintenant et pas en finale? Oui. Moi, personnellement... La question a été posée. On s'est posé la question. Moi, tout à l'heure, quand je suis pas déçu. Pas du tout, absolument pas déçu. Parce qu'il y a d'autres équipes. Même si, bien sûr... Il y a la Tunisie, il y a l'Égypte. Non, pas déçu parce que justement, tu n'aurais pas pu deviner si ces deux équipes-là auraient atteint la finale. Alors, je suis pas d'accord. Alors, moi, ce qui est sûr, c'est que là, on va... Plusieurs pronostiqueurs avant cette compétition, plusieurs spécialistes du football étaient invités pour donner leur avis. Et beaucoup ont vu une finale ou au moins une demi-finale Algérie-Maroc. Donc, c'est peut-être un peu trop tôt. Peut-être qu'ils n'ont pas regardé les groupes, comment c'est la programmation, tu vois. Ça, la télévision, soit en finale. La télévision qatari, justement, l'avait prédit. C'était Tim Cahill qui avait dit que l'Algérie allait rencontrer... qu'elle allait rencontrer le Maroc. C'est que tout le monde avait mis l'Algérie finir première de son groupe. Or là, c'est l'Égypte qui a fini premier. Du coup, on les rencontre. Pour répondre à ta question, Anis, moi, je l'espérais ce match. Moi, perso, j'espère plus en CAN. Comparable, oui, c'est bien. L'Algérie et le Maroc se rencontreront en quart. L'Algérie et le Maroc se rencontreront en quart. La Coupe d'Afrique, si vous finissez premier, normalement ça sera un quart de finale Maroc-Algérie. Tunisie-Qatar en finale. Tim Cahill avait prédit ça, je l'ai pris en photo. Si les deux finissent premier, c'est quart de finale normalement. Et par rapport au style, je préférais plus rencontrer l'Algérie par rapport à un style qui ressemble beaucoup plus à celui du Maroc qu'à une équipe rugueuse comme celle de l'Égypte. Je pense que paradoxalement, l'équipe qui gagnera demain soir, ça sera celle qui sera le plus tactique durant ce match-là. Sans doute, mais je pense qu'elle aura laissé beaucoup de plumes. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème de fraîcheur. Et ça, on en reparlera. Je pense que ça va beaucoup jouer. En tout cas, Algérie-Maroc, espérant qu'ils tiennent toutes ces prouesses. De toute façon, je juste termine sur ça. On aura la réponse demain. Est-ce que c'est le Maroc, avec le fait qu'ils aient fait tourner, qui va l'emporter, qui ça aurait été un avantage, ou est-ce que c'est l'Algérie qui a déjà un match à haute intensité derrière elle, donc c'est-à-dire que dès que tu as un match à haute intensité et pas l'autre équipe, tu es un petit peu avantagé par rapport à ça. Tu verras que demain le Maroc il va commencer dès le départ. C'est la fraîcheur contre l'expérience. Ils vont commencer avec un pressing. Ça va être la fraîcheur contre l'expérience. Je dis pas que le Maroc va pas commencer ou quoi. Je dis juste c'est quel côté va l'emporter. Est-ce que c'est la fraîcheur ou est-ce que c'est l'expérience par rapport à le match déjà vécu. Bon, en tout cas, on attend ce match avec impatience demain 20h. Cette Coupe arabe des nations qui se déroule plutôt bien. Pour l'instant, l'organisation elle est nickel, des beaux stades, ça change beaucoup de l'Afrique. Apparemment, il y a des petites galères quand même pour rentrer au stade pour les équipes nationales. Je parle notamment celle du Soudan qui a attendu 1h30 devant le stade avant de rentrer. D'accord. Ok. Donc je sais pas pourquoi. De sécurité ou ils savent pas pourquoi. Et une information aussi qui a pas été diffusée. Je vais reparler encore du Soudan parce que c'est pas un pays médiatisé en tout cas. C'est que
au matin du match contre l'Égypte, ils ont eu des tests positifs. Tous les joueurs. Ils sont restés dans la chambre. Ils ont mangé, on leur a apporté des sandwichs comme ça à la va-vite. Bon, l'alimentation, c'est un gros problème en Afrique. Et l'après-midi, ils ont été contrôlés négatifs. Bizarrement. Écoute, ça, c'est peut-être un des problèmes, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pas entraînés. Cette Coupe arabe des Nations, on en a terminé aujourd'hui pour cette émission. On va passer au deuxième sujet.